Et donc, on a combien de temps pour les questions, Christian? Hein? 10 minutes, ça va. Bon, 10 minutes. Alors attention, je dis comme mon collègue tout à l'heure, Jean-Louis, des questions courtes, pas des questions qui durent 5 minutes. Hein? Des questions courtes et vous précisez à qui vous parlez. Donc, soit à Candela, soit à Cécile et Aphrodite. Ok, alors, Jean-Louis, Jean-Marie, tu y vas, et cours, hein? Vas-y. Le micro. Qui encore veut, on va faire un ordre, qui veut encore une question ici? Qui encore? J'ai vu là-bas. Kofi? Oui? Oui, je vous vois. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4. OK? Je vais vous poser une question pour Christ. À qui? Vas-y, pose-la, je la répéterai. Oui. Mais pose ta question, je la répète. Si elle n'est pas trop longue, je ne vais pas avoir le problème. Ok, vas-y. Ces micros, ça marche. Voilà. J'ai dit, je vais vous poser, mesdames, une question provocatrice. Ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Mais en reprenant Derrida qui disait je parle la langue des autres. Si vous considérez que chaque enfant qui apprend une langue, c'est une langue qu'on l'a forcé à apprendre et qu'on l'a privé de sa langue naturelle, excusez-moi, mais le nouveau-né, sa langue naturelle, c'est areux, etc. Et c'est quand même une langue assez limitée pour exposer une pensée élaborée. Donc, on est bien obligé d'apprendre une langue qui est celle de son contexte familial, de son contexte local, de son contexte régional, national, pour arriver petit à petit à un langage élaboré. J'ai souvenir que quand j'étais enfant, à l'époque de la retirada, la retraite des Espagnols après la guerre civile, beaucoup sont venus s'installer dans ma région. Et j'ai plusieurs exemples de collègues et amis espagnols d'origine arrivés à 11 ans ou 12 ans en France, qui ne parlaient pas un mot de français. À la fin de l'année, ils étaient les premiers de la classe, parce qu'ils avaient fait l'effort d'apprendre. Je vois beaucoup de jeunes de maintenant, notamment parmi les immigrés, qui, parce qu'on les a idéologisés, font un refus d'apprentissage de la langue, qui ont un langage français réduit à 500 mots, mais pas seulement ceux qui sont immigrés, aussi beaucoup de jeunes français, qui ont un langage très... Bon, Jean-Marie, voilà, on a compris le sens de ta question. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut donner la réponse? Je pense qu'il y a un effort pour chacun à apprendre une langue et l'apprendre correctement avec un vocabulaire élaboré. Voilà, excusez-moi. Alors, répondez rapidement. Hein? Oui, on va répondre très rapidement parce qu'on n'est pas du tout d'accord et notre pratique ne montre pas en fait que les enfants n'ont pas la volonté d'apprendre. Évidemment, ça, c'est loin de nous, cette idée. On pense que le poids, en fait, symbolique, violent dans l'école d'apprendre une langue qui n'est pas la langue du milieu familial, etc., est extrêmement importante, en fait. Et s'il y a des refus, ben, ce sont des refus aussi, en fait, contre une violence symbolique qui est très répandue à l'école. Mais on n'a pas parlé de ça, en fait. Alors, c'est un petit peu changer nos propos hein, à ce niveau-là. Ce qu'on a dit, c'est que, en effet, en fait, au niveau de la scolarisation et les idées hein, reçues, en fait, que nos enseignants, mais dans la société on a, ben, il faut se battre pour apprendre l'orthographe. Ne me dites pas qu'il ne faut pas se battre. C'est une injonction en fait principale. Et si on ne connaît pas l'orthographe, si on n'orthographie pas bien, on ne maîtrise pas bien la langue. C'était cette relation qu'on voulait faire. Hein? Alors ça veut dire en fait que quelqu'un qui n'a pas une bonne orthographe, il n'est pas
bah, on l'a vu dans les réseaux sociaux, il ne doit pas parler, ou il est un petit peu réduit par rapport aux autres. C'est ces représentations sociales sur lesquelles, en fait, on base notre réflexion qui se reflète à l'école et à la formation des enseignants. Alors voilà, c'était ça notre constatation. Okay. Je pense qu'il a quand même raison sur un point, c'est qu'il y a, je le dis ça en 3 secondes, c'est qu'on fait toujours en didactique comme si l'enfant était une valeur neutre, et en vérité, il y a énormément de facteurs qui viennent de la famille, de l'enfant lui-même, qui est plus ou moins doué, plus ou moins flemmard, plus ou moins, etc., qui ne sont jamais pris en compte en didactique. Hein. Donc il a... Non, il faut le dire, hein, c'est pas pris en compte. Jamais, je ne sais pas, mais bon. Bon d'accord, ok. J'ai rien dit, oubliez, je n'ai rien dit. D'accord. Bon, alors, la question suivante, c'était mademoiselle, madame, ici. Oui, allez-y. Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient tout à fait passionnantes. J'ai une question aussi pour Cécile et Aphrodite. Donc moi, je suis complètement en phase avec ce que vous avez présenté et je trouvais ça extrêmement enthousiasmant. Je voudrais revenir sur la dernière diapo pour avoir juste une petite précision pratique. Dans votre dernière diapo, il était noté que dans la formation des enseignants, alors c'était voilà celle-ci, vous aviez mis en place, ou peut-être l'intention, ou vous avez déjà mis en place, la continuité plurilingue plutôt que le fractionnement communicationnel. Alors j'aurais aimé savoir comment c'était mis en place, ou comment vous aviez l'intention de le mettre en place. Ce n'était pas mis en place. On essaye en fait de le mettre, cette continuité plurilingue, dans le sens en fait que on aimerait on aimerait en fait avoir pour tous les enseignants, peut-être que ça se réfère aussi pour les enseignants des langues, c'est peut-être là où on va le comprendre mieux, langue maternelle, langue étrangère, surtout avec français, langue étrangère et langue vivante en fait. Il y a beaucoup de fractionnements entre ces 3 formations pour l'instant en fait. Elles ne se rencontrent pas beaucoup. On a des étudiants qui disent ah oui, ça c'est français langue étrangère. Alors c'est comme s'ils parlent d'une langue autre en fait que le français au fond, alors que c'est le public qui change. Ou on a je ne trouve pas mes exemples. Je ne sais pas si tu as une idée plus. Non, je n'avais pas d'exemple. Ok. Où on a par exemple en fait des élèves, des étudiants qui lorsqu'ils vont aller dans une classe, peut-être comme ça, dans une classe où ils vont avoir une expérience plurilingue, ils vont dire moi je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas la langue de l'autre. Je ne connais pas la langue des enfants par exemple. Alors, ils ne peuvent pas faire appel à leur bagage, comme les exemples de Nathalie Auger, comparons les langues, etc., parce que justement, ils se réfèrent toujours à un niveau communicationnel et pas à un niveau cognitif, de réflexion, en fait, dans une langue qui est commune dans la classe. Ce sont ces éléments-là qui les empêchent d'aller plus loin. Je ne connais pas la langue de l'autre. Aphrodite, je vois qu'on a compris. Oui, bien sûr. Je voudrais repasser aux autres questions. Oui. Voilà. Oui. Ou de rester aux aspects communicationnels de la langue et pas aller en fait aux aspects plutôt scolaires, académiques, qui sont plus importants. Oui. En fait, dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, forcément, ça passe aussi par une réforme de la formation initiale des enseignants. Et donc, ce qu'on vous montre là, on propose des nouveaux curriculums à tous les enseignants. Ce sont des unités d'enseignement qui vont être implémentées dès l'année prochaine, en fait. Voilà. Et donc, effectivement, ça passe par là. Ok. Question suivante, c'était Kofi, et après, mademoiselle. Bon. Bonjour, gracias Candela. Bueno, para ti no tengo una pregunta, luego te haré un comentario. Ma question, c'est pour Cécile et Aphrodite. C'est Aphrodite, hein? Pas Aphrodite. Hein? C'est Aphrodite. Voilà, Aphrodite, voilà. Donc, à vous écouter,
Et donc, vu l'approche qu'ont vos étudiants, futurs enseignants, par rapport à la langue qu'ils sont censés le mieux connaître, je vous demande alors quel est l'abord qu'ils ont par rapport aux autres langues, aux langues étrangères additionnelles. Ça, c'est une question. Et deuxième question, pourquoi vous avez dit que le belge, c'est le système éducatif le plus inéquitable au monde? Brièvement, hein. Oui, mais brièvement. Par rapport à cette deuxième question, mais il ne fonctionne plus. Ah, voilà. Voilà. Mais par rapport à la deuxième question, ce sont des recherches en fait internationales qui le montrent, notamment si on se base sur l'analyse des résultats aux enquêtes internationales comme PISA ou PIRLS. On voit que la dispersion des résultats en Belgique francophone est vraiment extrêmement forte. Donc il y a des élèves qui sont très performants et des élèves qui sont vraiment très très peu performants. Bon, même si ce mot de performant n'est pas le plus heureux, mais c'est un enseignement qui n'est pas du tout équitable. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième question. La première question, je ne me souviens plus, évidemment. Oui, vu l'abord qu'ils sont, enfin, ou les représentations qu'ils sont vis-à-vis de la langue, le français, qu'ils sont censés le mieux connaître, alors quelles représentations ils ont par rapport aux langues étrangères? Voilà, ça c'est intéressant en fait. Hein. Ça fait 20 ans que j'enseigne dans le département et j'ai la didactique du français langue étrangère, entre autres. Aussi, alors chaque fois je demande en fait les représentations des étudiants qui arrivent au département, si c'est possible d'apprendre une langue étrangère en classe. Et ça, systématiquement, en fait, la réponse est non. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas appris, évidemment, à l'école où ils ne se considèrent pas comme compétents dans une langue étrangère. Alors c'est beaucoup d'argent, évidemment, beaucoup de temps, beaucoup de ressources mobilisées pour avoir des résultats à la fin du secondaire, niveau néerlandais A1 ou A2. Alors ça, c'est quelque chose en fait qui nous, évidemment, nous interpelle de la façon. Mais quand on voit les programmes qu'on a d'études en ce moment, on se focalise beaucoup plus sur la discipline, c'est-à-dire que, par exemple, les étudiants en langue néerlandaise, anglaise, ils vont travailler surtout sur la maîtrise de la langue néerlandaise et anglaise, et pas sur sa didactique. Et ça pose énormément de problèmes, c'est-à-dire que, Aphrodite. Voilà, c'est ça. Okay. Merci. Kofi. Oui, merci. Je voudrais féliciter nos collègues de Belgique pour leur communication et dire que le modèle qu'elle développe serait très utile aussi du côté de l'Afrique et revenir notamment sur quelque chose qui a été, ce que j'ai entendu depuis hier, au sujet de la langue française en Afrique comme langue d'enseignement. Et en même temps, on dit à côté que si on laissait tomber le français, quelle autre langue africaine pourrait jouer ce rôle, etc. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres langues en Afrique qui peuvent servir de langue d'enseignement et qui sont beaucoup plus proches de la culture des apprenants, des élèves. Autre que la langue française dont la culture est beaucoup plus éloignée de celle des apprenants. Et je voudrais aussi ajouter que ce qui fait le problème en Afrique, ce n'est pas pour autant la recherche en elle-même, mais c'est la politique. Vous voyez, c'est un peu comme si on touche du côté on touche un peu on va du côté de la politique, on dit oui, tel il n'est pas bon pour être président, tel autre il est bon, etc. Mais pendant ce temps, on continue de garder l'hégémonie sur l'Afrique. C'est pareil pour les langues, quand on dit oui, telle langue ou telle autre ne pourrait pas servir de modèle, ou sinon de langue d'enseignement. Pendant ce temps, oui, le français peut continuer à jouer ce rôle, mais jusqu'à quand? Il faut bien qu'un jour l'Afrique se libère de cette discrimination linguistique, où moi j'ai même écrit un article que j'ai intitulé « L'école africaine, lieu d'injustice et de discrimination linguistique ». Je montrais justement que les enfants qui arrivent à l'école perdent tout de suite l'amour pour leur langue. On met tout en place pour leur faire croire
que leurs langues ne sont pas, excusez-moi, des langues. C'est pour ça que quand vous demandez aux enfants, aux élèves Kofi, en Afrique, je finis rapidement. Est-ce que tu as une question? Oui, je finis par là. Est-ce que vous êtes bilingue? Ils vous disent non. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne parlent que le français ou que l'anglais ou que l'espagnol. Alors qu'en dehors de l'espagnol et du français, de l'anglais, ils ont plusieurs langues de chez eux qu'ils parlent. Bon, c'est juste des commentaires. Merci. D'accord. Merci, vous voulez réagir? En fait, oui, nous considérons en fait que ce fantasme de maîtrise de la langue fait ce phénomène-là, où on veut arriver à un idéal. Pour être bilingue, ça doit pas avoir aucun signe en fait de présence d'une autre langue dans notre répertoire. Et ça, c'est une idée un petit peu absurde en fait, hein, parce que ça n'arrive pas dans la réalité. Les recherches l'ont montré et le bagage des élèves, évidemment, c'est précieux pour l'enseignement, même si l'enseignement peut se faire en français. Moi, ce n'est pas, nous, on ne dit pas que l'enseignement doit se faire dans une langue ou dans l'autre, mais mettre en valeur le bagage des élèves. Et pour le poids de la politique, en fait, nous, on travaille depuis 20 ans presque en fait, à la haute école et on travaille sur le français de scolarisation. On a fait beaucoup d'expériences, etc. Mais toutes nos expériences restaient vraiment très limitées dans la haute école ou l'échantillon qu'on avait ou l'école avec laquelle on collaborait. Avec le pacte d'excellence, ces français de scolarisation a pris tout de suite une visibilité en fait énorme partout et tout le monde en parle. Alors voilà, ce n'est pas seulement notre volonté comme chercheurs ou penseurs en fait de faire changer des choses. Si la politique ne collabore, on est limité. Merci. Bon, merci à toutes les trois. Je pense qu'on peut encore applaudir.